Les gens sont en ligne. 10. Donc là, il me voit ça. Les gens peuvent parler. C'est bon. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez tous correctement. Alors, je vois qu'il y a une vingtaine de participants actuellement. On doit attendre encore quelques personnes qui s'étaient inscrites à la session. Alors, je crois qu'on commence. Hein. On n'attend personne. Donc, écoutez, les retardataires nous rejoindront en cours de route. Alors, je me présente. Je m'appelle Nicolas Ducret. Je suis directeur général adjoint de la CCI France-Russie. Et je suis très heureux de vous recevoir et de vous voir aujourd'hui. On aurait dû théoriquement se voir, j'imagine, en France, mais au regard des conditions actuelles, eh bien, on se voit à distance. Et nous, du reste, on est en Russie depuis 25 ans maintenant, et on espère bien vous voir prochainement. Donc, n'hésitez pas à venir en Russie dès que les frontières s'ouvriront. On espère que, à partir de l'été prochain, de nouveau, vous pourrez voyager. Et vous pourrez découvrir la Russie et l'énorme potentiel que le marché russe réserve aux entreprises françaises qui sont capables d'apporter des produits innovants, des technologies innovantes, ou qui sont capables, dans les différents secteurs, de se tailler une part de marché. Donc moi, je ne vais pas rentrer dans le détail des secteurs, puisque mes collègues le feront peu après. Moi, j'aimerais en quelques mots vous présenter la Chambre. La structure, attendez, je vais vous montrer. Voilà. Allez-y encore. Voilà. Donc très rapidement, la CCI France-Russie a été créée il y a bientôt 25 ans. Donc on est une vieille institution. Au départ, donc on a été créé juste après la fin de l'Union soviétique. Le but au départ de la CCI France-Russie était de rassembler les entreprises françaises présentes en Russie. Et petit à petit, on a ouvert nos activités aux entreprises russes. Et aujourd'hui, eh bien, la CCI France-Russie est fière d'être le principal, si ce n'est le seul, partenaire, organisation de la relation économique bilatérale entre la France et la Russie. Et notre rôle aujourd'hui, eh bien, c'est aussi bien de servir des entreprises françaises qui veulent se développer sur le marché russe que de servir des entreprises russes qui veulent se développer à l'international. Alors, on est structuré en 4 grands pôles, voilà, qui est d'abord la CCI France-Russie, enfin d'abord la Chambre de commerce, qui elle a pour rôle vraiment de soutenir l'investissement et d'aider d'une façon très concrète les PME et les ETI françaises à se développer en Russie. Ensuite, on a un conseil économique qui lui rassemble les grandes entreprises du CAC 40 avec des grandes entreprises russes et qui organise des grands rendez-vous annuels comme notamment la rencontre avec le président Vladimir Poutine. Ensuite, on a l'Observatoire qui est arrivé en 2012, qui lui a pour objectif de donner une image plus nuancée de la Russie en France, et notamment afin d'inciter les entreprises à se développer vers le marché russe, et en réalisant des études économiques, politiques, enfin très variées. Et voilà, l'idée c'est d'informer correctement sur le marché russe. Et puis le dernier né, en 2016, c'est Nokainov, qui a pour vocation de promouvoir la coopération entre les filières de haute technologie françaises et russes. Donc voilà, le directeur de Nokainov vous présentera la partie industrielle et se présentera lui-même plus tard. Voilà, je vais passer à la suivante.
Donc, juste un tout petit point quand même sur la CCI. On est donc depuis 25 ans sur le marché. On s'occupe en gros de mener les entreprises de la phase d'approche de marché à la phase développement avancé. On les accompagne à tous les niveaux de leur croissance sur le marché russe. Donc la CCI aujourd'hui, c'est 400 entreprises membres qui sont donc à 70% des entreprises françaises, le reste des Russes, qui sont dans la plupart des secteurs en fait, quasiment tous les secteurs sont représentés. Mais en plus des entreprises membres, la CCI, c'est aussi des centaines de partenariats avec des régions russes, avec des organisations professionnelles russes, ce qui fait qu'aujourd'hui, on compte énormément dans le paysage aussi bien russe que français pour toutes les questions économiques. Alors, bon, je vais passer rapidement sur cette slide-là. Je crois que tout le monde est au courant que la Russie, c'est un immense pays aux portes de l'Europe. C'est du reste la continuité de l'Europe. Donc, c'est pour ça que les liens russo-européens devraient être très forts. Aujourd'hui, ils sont parfois bien malmenés par la politique. Mais nous allons rester sur un plan purement économique. Et purement économique, eh bien oui, la Russie doit être la continuité de l'Europe et le marché européen doit inclure le marché russe. Ça, c'est certain, d'autant plus que vous connaissez la population russe. Eh bien, une grande partie de cette population trouve ses racines et son héritage culturel dans notamment l'Europe. Et donc, il y a un lien absolument naturel entre les deux espaces économiques. Donc effectivement, la Russie, c'est gigantesque. Le pays fait 7000 km de large pour, à vue de nez, comme ça, 3000 de haut. Donc c'est un pays gigantesque, avec une population qui est très urbaine, je crois à 80-90%, et avec une dizaine de villes millionnaires. Donc souvent, le développement en Russie, ça passe d'abord par Moscou, qui concentre aujourd'hui 80% du PNB russe, parce que tous les sièges sociaux des grandes entreprises sont à Moscou. Et ensuite, dans toutes les régions, vous allez avoir des zones industrielles, des zones agricoles. Chaque région a plus ou moins une spécialité. Donc, en fonction de votre activité, eh bien, vous serez amené à vous développer souvent d'abord à Moscou et ensuite soit vers le sud pour l'agriculture, soit vers l'est, vers l'Oural pour l'industrie, soit encore plus loin pour tout ce qui est exploitation forestière. Enfin, voilà. Après, vous avez dans chaque région, vous avez une spécialité. Parfois, c'est mélangé, mais voilà, territoire gigantesque. Voilà, 15 villes millionnaires et 150 millions d'habitants qui sont répartis en fait essentiellement sur la partie ouest du territoire et ensuite sur une ligne donc ouest-est, mais plutôt dans la partie sud du territoire. Sachant que tout le nord du pays sont des zones qui ne sont pas glaciaires, mais quasiment, avec un climat plutôt rude et qui abritent assez peu d'habitants en Russie, en dehors des zones d'exploitation minière. Voilà, donc les liens. Voilà, j'avais sauté une slide. Alors, ce qui est très intéressant en cette période de Covid, c'est que effectivement la Russie a été affectée par le Covid en 2020, mais ce qu'on constate, c'est que l'économie russe a été plutôt résiliente à l'affaire du Covid, puisque dès maintenant, on constate que la croissance est de retour. La croissance prévue pour 2021 est 3,3%. Mais on constate que, notamment sur la consommation des ménages, eh bien, en janvier 2021, on retrouve déjà le niveau de janvier 2020. Donc, ça veut dire que le chômage n'a pas explosé en Russie. Le taux de chômage reste aujourd'hui à 5,8%. Ça veut dire que la consommation est repartie. Les salaires ont été augmentés. D'ailleurs, on constate sur les dernières statistiques que je voyais aujourd'hui, c'est que les salaires ont été augmentés d'une façon plus forte que l'inflation, ce qui a permis un regain de consommation de la part des ménages russes et que l'on constate dès maintenant. En fait, en Russie, il y a eu une période de fermeture de quarantaine, mais de fermeture du pays qui a duré 2 mois. C'était au mois de mai et juin dernier.
Et depuis ces dates-là, eh bien, l'économie, tout s'est réouvert, les gens ont recommencé à travailler, les restaurants n'ont pas fermé, donc l'économie, du coup, a été moins touchée que certains pays d'Europe. Donc voilà, la croissance repart, c'est encourageant. Tout ça, ça va relancer les investissements étrangers. Les investissements étrangers, effectivement, ont connu une pause durant l'année 2020, mais actuellement, c'est en train de repartir. On est en train de voir, nous, à un autre niveau, il y a beaucoup de projets qui étaient arrêtés, qui sont en train de repartir. Donc, je crois que c'est maintenant qu'il faut se positionner sur la Russie, puisque ça va repartir plus vite que l'Union européenne. Ça, c'est certain. Et toutes les attentes, les potentiels que l'on voyait avant le Covid, eh bien, ils sont maintenant réels. Et c'est maintenant qu'il faut venir en Russie. Alors, les grands objectifs de l'État, ils sont toujours là. Hein. C'est-à-dire que la croissance en Russie a été poussée pendant très longtemps par la consommation. Et depuis maintenant une dizaine d'années, la croissance de la Russie, ça va être dans sa diversification et donc dans l'investissement industriel. Et pour ça, la Russie a un potentiel gigantesque, mais elle a besoin de se moderniser. Et c'est là où on a besoin de savoir étranger, que ce soit français, de l'Europe ou de l'Allemagne. Les entreprises françaises ont des vraies cartes à jouer à ce niveau-là pour apporter leur technologie et pour permettre à la technologie, aux entreprises russes, à l'industrie russe, de monter en gamme, de rejoindre le niveau de ses partenaires européens et pour demain pouvoir également aller conquérir des marchés étrangers. Alors, voilà, une petite chose, voilà, mais pour poursuivre, la France aujourd'hui est le premier employeur étranger en Russie. La Russie exporte des hydrocarbures en Europe, mais importe du matériel de transport, des produits chimiques, des produits pharmaceutiques, des machines-outils, des produits informatiques. Donc du coup, si vous êtes plus ou moins dans tous ces domaines-là, vous pouvez vous dire que vous avez un beau marché en Russie. Vous voyez, les importations françaises, c'est à peu près 8,7 milliards d'euros par an. Donc ça reste conséquent et on constate qu'en 2019, eh bien, les exportations françaises ont augmenté de 5,5%, ce qui est très, très encourageant. Ça veut dire que probablement on gagne des parts de marché sur nos concurrents, qui sont les Allemands, les Italiens, mais que probablement il y a une demande qui est de plus en plus forte aussi en Russie, afin justement de répondre aux besoins de transformation de l'économie. Voilà, alors mon collègue vous expliquera en détail quels sont les secteurs qui ont le plus besoin de savoir-faire français. Et voilà. Mais en France, en Russie, il y a 900 aujourd'hui filiales d'entreprises françaises. Alors là, on vous a mis quelques logos hein, alors c'est essentiellement des grandes entreprises. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 35 des entreprises du CAC 40, 35 sont présentes en Russie. Et avec elles, eh bien, sont arrivées des dizaines, des centaines de PME et d'ETI qui viennent en sous-traitance de ces principaux groupes. Nous, pour vous dire aujourd'hui, on a à peu près, chaque mois, on doit avoir 5 ou 6 demandes d'ETI ou de PME françaises qui s'intéressent au marché russe. Alors souvent qui cherchent des voies à l'export, hein, souvent qui sont présentes déjà en Europe, mais qui veulent aller encore plus loin et qui font le pas de venir en Russie. Et la plupart du temps, eh bien, ça se passe très bien. Nous, on les reçoit, on les accompagne les premières années et puis ensuite, elles s'installent en Russie et puis c'est parti pour une longue histoire russe. Donc voilà, je vais passer la parole maintenant à mon collègue Jean-Baptiste Demont, qui est directeur du département d'appui aux entreprises. Donc c'est vraiment lui la personne cruciale pour les entreprises qui veulent se développer en Russie et il va pouvoir répondre à toutes vos questions après s'être présenté. Voilà, merci et bon forum. Merci Nicolas, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jean-Baptiste Demont, donc je dirige, comme l'a dit Nicolas, le département d'appui aux entreprises de la Chambre de commerce. Donc, c'est toute l'aide qu'on propose principalement aux entreprises françaises, PME et ETI qui veulent s'implanter sur le marché russe. Et on propose aussi des services pour les particuliers, voilà, qui souhaiteraient venir s'installer et vivre en Russie. Donc, moi, je vais simplement vous présenter brièvement les services qu'on propose.
Et je vais vous donner quelques exemples et ensuite je laisserai la parole donc à mes collègues, des experts sectoriels qui vous parleront plus en détail des opportunités du marché russe pour les entreprises françaises. Voilà, donc nous, on possède une large gamme de services, hein, donc ça passe de l'étude de marché, recherche de partenaires, accompagnement sur tout ce qui va être salon professionnel, facturation des clients finaux. Voilà, donc notre but, c'est vraiment de pouvoir accompagner une entreprise le plus loin possible dans son développement sur le marché russe. Donc, je dirais que globalement, il y a 3 options de développement qui sont choisies par les entreprises françaises, principalement donc PME et ETI. Mais avant d'y venir, il faut vraiment comprendre au préalable la question de la certification. Donc, je vais faire une brève description de ce point-là. En fait, en Russie, chaque produit doit être certifié pour être commercialisé sur le marché russe. Donc, anciennement, ça s'appelait la certification GOST jusqu'en 2013, et à partir de 2013, c'est la certification EAC, faite qui est une conformité eurasiatique. Donc, cette certification vous permet de commercialiser vos produits sur 5 pays, Russie, Biélorussie, Arménie, Kazakhstan et Kyrgyzstan. Voilà, donc, et cette certification doit absolument être détenue par une société domiciliée en Russie. Souvent, on appelle ça donc le représentant local. Donc, lorsqu'une société française veut se développer sur le marché russe, la première option, c'est qu'elle va chercher un distributeur en Russie. Le distributeur va faire certifier les produits, vont signer un contrat d'exclusivité, et ensuite, la société française va laisser à ce distributeur donc la distribution et la commercialisation du produit sans s'en mêler. Donc ça, en général, qu'est-ce qu'on fait? On fait un test sur l'offre, donc on appelle ça un TSO, c'est-à-dire qu'on va lister tous les potentiels partenaires pour la société française. Ensuite, on va les contacter un par un, on va leur présenter la société française ainsi que leurs produits. On va faire un feedback de tous les rendez-vous, et en phase 2, on va organiser des rencontres entre la société française et le partenaire russe, donc avec tous les partenaires russes qui ont suscité un intérêt pertinent pour les produits de l'entreprise française. Voilà. Et ensuite, on va aider la société voilà, sur la rédaction du contrat, et on fait aussi des suivis de contrat. Donc, si je veux donner un exemple, vous avez la société Cerelia dernièrement. Donc, c'est des spécialistes de tout ce qui est pâtes ménagères. Donc, on a fait une première étude de marché. Ensuite, on a trouvé un distributeur avec lequel ils ont signé un contrat de distribution. On les a accompagnés dans la rédaction du contrat. Et là, on fait un suivi du contrat sur les 3 premiers mois, voilà, pour s'assurer que tout se passe bien. Et ensuite, on va bien sûr se retirer, et ils vont continuer leur collaboration. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, la société française va décider de mettre en place une force de vente supplémentaire, comme par exemple du portage salarial ou un commercial à temps partagé. Nous, c'est vraiment une solution qu'on préconise parce que c'est un très grand pays. Donc, c'est souvent compliqué pour le distributeur d'avoir une force de vente sur tout le pays, d'avoir des contacts sur tout le pays. Souvent, les distributeurs sont multi-produits, donc ils n'ont pas le temps de se consacrer aussi à 100% sur votre produit. Donc là, qu'est-ce qu'on va proposer? Soit c'est du portage salarial, c'est-à-dire qu'on va engager un commercial sur la chambre de commerce qui va développer vos activités à côté du distributeur qui va aller chercher des nouveaux clients. Voilà, ou du commercial à temps partagé. Donc là, c'est quelqu'un de la chambre de commerce qui va faire des actions ponctuelles, quelques jours par mois, pour le compte de la société française. Et donc, voilà, qui va aider à augmenter les ventes de la société. Ça, c'est une solution, on a vu sur ces dernières années, qui porte vraiment ses fruits et qui apporte de très bons résultats. Ensuite, le troisième point, c'est lorsque la société française veut vendre en direct aux clients finaux russes. Bon, il faut que ça soit possible parce que certains produits, les sociétés russes ne veulent pas les acheter en direct, ça va dépendre du volume, de la complexité, etc. Donc ça, c'est la société française décide de faire une certification sur une société neutre russe, et elle prête cette certification à tous ses clients finaux pour qu'ils puissent importer les produits. En fait, une certification sert vraiment juste à dédouaner la marchandise. Et ensuite, vous avez certains produits comme les logiciels qui n'ont pas besoin de certification. Donc, si on prend par exemple la société Geosys, c'est une société qui fait des logiciels pour l'agriculture de précision. Donc, on a commencé à travailler avec eux en 2014. On a fait une première étude de marché. Ensuite, on a pris 2 personnes en portage salarial qui rayonnaient sur les pays voisins. Donc, ils faisaient Russie, Ukraine et Kazakhstan.
Et donc, aujourd'hui, ils font plusieurs ventes en Russie et nous, on facture directement depuis la chambre de commerce le client final parce qu'il y a souvent cette exigence des clients finaux russes d'être facturés en rouble et en Russie pour pouvoir récupérer la TVA. C'est souvent plus simple d'un point de vue avec leur banque. Donc aujourd'hui, ils sont encore chez nous. Ça fait 7 ans qu'ils se développent sur le marché russe et ça se passe très bien. Voilà. Et souvent, par la suite, si les sociétés commencent à avoir beaucoup de clients, elles décident dans ce cas-là de monter une filiale en Russie et on les accompagne aussi dans cette démarche. Voilà. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Olga, qui dirige le pôle agro de la Chambre de commerce et qui va aller plus en détail dans les secteurs porteurs. Voilà. Merci. Bonjour à tous, merci Jean-Baptiste. Moi, je vais rapidement vous donner une vision générale du secteur agroalimentaire avec un accent sur l'évolution des filières majeures. Et puis, je vais présenter les opportunités de développement en Russie. Donc, cela fait presque 7 ans depuis que l'embargo alimentaire russe a été mis en place. L'application de l'embargo a coïncidé avec la politique du gouvernement russe de la substitution aux importations et le plan fédéral d'autosuffisance stipulé par la doctrine de la sécurité alimentaire. Et on peut voir effectivement que depuis 2014, la Russie a bien réussi à atteindre un certain niveau d'autosuffisance. Donc, d'après les chiffres officiel d'Eurostat, depuis 2014, la Russie a diminué le niveau d'importation à 31%. Donc, l'exemple le plus marquant que je peux donner est celle de l'industrie de la viande, où la production du porc et de la volaille a augmenté de 30% depuis 2014. Donc, le reste du secteur, même s'ils n'ont pas atteint le seuil fixé par la doctrine, ont aussi démontré des résultats plutôt positifs. Donc, le secteur laitier démontre ces dernières années le niveau record de la production. Et malgré le fait que la consommation des produits laitiers en Russie est malheureusement un peu plus bas que par rapport aux pays européens, cela n'empêche pas les producteurs à augmenter sa production et se développer à l'export. Donc ainsi, en fait, on peut dire que ces dernières années, le développement des exportations des produits agricoles est devenu un enjeu aussi important que celui des substitutions aux importations. Donc, je vais quand même dire un mot sur le secteur des céréales parce que c'est une filière phare de l'agriculture russe. L'année dernière, la Russie a récolté 120 millions de tonnes de céréales, dont 44 millions ont été exportés. Et malgré la pandémie, la Russie reste le premier exportateur du blé dans le monde. Donc, s'agissant de la pandémie, bien sûr, il a bien sûr eu un impact négatif sur certains acteurs du secteur, notamment sur le secteur Horeca et ses fournisseurs. Mais d'une manière plus globale, le secteur agricole a été le moins touché par la crise sanitaire grâce, bien sûr, au soutien extraordinaire de l'État russe. En tout cas, on peut dire que le secteur agricole, il garde toujours son dynamisme, toujours son attractivité pour les investisseurs et pour les entreprises souhaitant exporter ses produits, ses savoir-faire et ses solutions en Russie. Donc maintenant, quelles sont les opportunités pour les entreprises françaises? Donc, dans le contexte de la forte croissance de la production nationale, il y a de belles opportunités, premièrement pour les fabricants des équipements et les producteurs des ingrédients, mais sachant que l'embargo n'a pas concerné tous les produits alimentaires, il y a toujours du potentiel pour certaines catégories de produits, notamment les produits d'épicerie, les vins et les spiritueux. Donc, un grand potentiel pour le matériel agricole. Comme vous le savez, peut-être le taux de mécanisation en Russie est toujours très faible. Seuls 30% des entreprises agroalimentaires russes sont modernisées au niveau de leur équipement. L'offre russe est très limitée, ce qui représente un vrai potentiel pour les entreprises françaises. Donc, pour les besoins en matériel agricole, ils sont présents, on peut dire, dans toutes les filières, le travail du sol, la récolte, le battage, le soin des cultures. Donc, on cherche surtout des machines agricoles polyvalentes qui combinent des activités différentes et remplacent plusieurs unités séparées.
Par contre, là, il faut noter que la concurrence reste assez forte, d'autant plus que le programme fédéral des subventions profite uniquement aux constructeurs russes ou entreprises étrangères avec plus de 50% de localisation. Donc, passons aux solutions pour l'élevage. Pour l'équipement de l'élevage, la situation est à peu près similaire. Donc, environ 70% des équipements utilisés sont importés. La concurrence est très élevée, mais je peux dire qu'avec le nombre des nouveaux projets qui apparaissent, il y a toujours de la demande pour l'équipement de la qualité. Donc, il y a aussi des opportunités en matière de vitamines et additifs pour l'alimentation animale. À ce jour, l'offre russe est quasi absente. Donc, il existe de l'intérêt pour les ingrédients naturels, les stimulants de croissance sans antibiotiques. Voilà, donc les équipements de l'industrie agroalimentaire, donc là, je dirais qu'il y a du potentiel, surtout pour l'équipement de dosage, d'emballage et de conditionnement. C'est le marché qui est vraiment l'un des plus dynamiques en ce moment. Il n'est pas saturé comparativement au marché étranger et se développe d'une manière plus intensive. Il y a aussi une demande pour les équipements, les chaînes de froid, surtout utilisées dans les filières de maraîchage et arboriculture. Par contre, pour les équipements de grande cuisine, le potentiel est un peu moins fort parce que la concurrence est très grande avec les équipements italiens, les équipements polonais, turcs et slovènes. Donc, pour le secteur des semences, les semences, bien sûr, elles sont toujours recherchées par les agriculteurs russes. Les semences qui sont les plus recherchées sont les semences d'élite de betteraves à sucre, des pommes de terre et de tournesol. Et ici, il faut noter aussi que la Russie est très intéressée par les échanges de technologies en matière de la production de semences, surtout en ce qui concerne la sélection de maïs, de colza, de soja. En passant sur les matières premières et les ingrédients naturels pour l'industrie agroalimentaire, la Russie n'a toujours pas réussi à devenir autosuffisante en matière de certains ingrédients, surtout les ingrédients pour la nourriture infantile. Elle apporte toujours 90% des ingrédients, comme par exemple du lait en poudre. Il y a aussi une demande pour les ingrédients naturels comme les épices, les extraits, les poudres. Donc, j'ai déjà mentionné que les produits alimentaires français, ils sont toujours demandés en Russie. Donc, ici, je parle surtout des produits d'épicerie. En fait, la demande des produits alimentaires se concentre sur les produits premium. Oh, pardon. Donc, vous pouvez voir donc, quels produits sont les plus demandés en Russie. C'est vrai que les Russes, ils sont séduits par les produits de terroir, de la qualité, d'origine naturelle, haut de gamme, bio. En même temps, il faut bien noter que, comme avec d'autres secteurs, la concurrence est très forte avec les produits italiens et les produits espagnols qui d'habitude coûtent moins cher et donc un coût moins élevé. Et sachant que le taux de change est toujours instable, les produits fabriqués en Russie deviennent plus attractifs et ça rentre vraiment dans le contexte de la substitution aux importations. Donc, d'où ma recommandation, c'est vraiment de privilégier les canaux de distribution HoReCa, les grands hôtels, les restaurants avec la cuisine française, les traiteurs premium, les supermarchés haut de gamme, les épiceries fines. Il y a aussi, donc, ces dernières années, une grande tendance, les boutiques gourmets en ligne. Mais sachez bien que dans la plupart des cas, il faudra toujours passer par un importateur. Voilà, et je passe donc au dernier secteur, donc les vins et les spiritueux. Il y a bien sûr toujours un grand potentiel pour les producteurs français. La France est le 4e fournisseur du vin en Russie.
c'est en volume, et le deuxième fournisseur en valeur. Donc, évidemment, les vins français sont historiquement très bien positionnés en Russie. Ils sont représentés par les principaux importateurs-distributeurs du marché. Mais comme le marché est déjà bien saturé par l'offre des vins de Bordeaux, des vins de Bourgogne, l'intérêt se porte plus vers les indications géographiques moins prestigieuses, comme par exemple Savoie, Languedoc-Roussillon, au vin du Sud-Ouest. Il y a aussi un intérêt croissant pour les vins naturels, pour les vins bio, pour les vins biodynamiques. Cependant, ici, il faut comprendre qu'à ce stade, on parle toujours du marché de niche. Et donc, pour finir, je dirais qu'aujourd'hui, il y a donc les deux grands créateurs de tendance dans le secteur des vins, qui sont les restaurants, qui essaie de rendre sa carte de vin plus intéressante, plus sophistiquée, en intégrant les vins qui sont plus rares. Et d'autre côté, il y a des GMS qui de plus en plus choisissent à travailler directement avec les fabricants, sans donc passer par un importateur, où le facteur décisif, donc le facteur crucial devient le goût, la reconnaissance du région et bien sûr le prix. Donc, il cherche surtout la compétitivité au niveau des prix. Voilà, donc si vous avez des questions, je vais répondre avec plaisir. Et maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Maria Ladeguena, donc, qui est le chef du pôle santé pharma, art de vivre. Oui, bonjour. Oui. Il y a quelques questions, on va vous répondre à la fin de notre session. Voilà, bonjour, je me présente, je m'appelle Maria Ladeguena, je suis chef de pôle santé pharma et art de vivre. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un tout petit peu du marché du pharmaceutique en Russie et justement le marché de art de vivre. Donc en 2020, le Covid, c'est le facteur qui a le plus influencé le développement du marché pharmaceutique l'année dernière, donc, comme dans tous les pays. Cette influence a été multiple tant sur le processus économique et la réglementation de l'État que sur la demande des consommateurs. Depuis le 1er juillet 2020, l'étiquetage des médicaments est obligatoire en Russie. Qu'est-ce que ça veut dire l'étiquetage? C'est un dépôt d'une marque sur le produit, son emballage et l'identifiant confirmant l'authenticité du produit. Alors, cette mesure a été créée par le gouvernement exprès pour éliminer les produits contrefaçons du marché. Donc, voilà. Ensuite, à partir du 17 mars 2020, il sera possible de vendre les médicaments en vente libre en distance, ce qui n'est pas le cas en France. La vente de médicaments sur ordonnance, des stupéfiants et des psychotropes, ainsi que bien sûr les drogues contenant l'alcool, est interdite sur Internet. Seules les chaînes de pharmacie disposant d'une licence pharmaceutique valable pendant plus d'un an et répondant de certaines listes de conditions peuvent vendre les médicaments en vente libre sur Internet. Donc maintenant, je vous montre un peu des graphiques. En 2020, le volume du marché des ventes de médicaments était à 29 milliards de dollars. Ce que vous pourrez voir, donc la dynamique du marché pharmaceutique en milliards d'euros. Bon, vu que le rouble est baissé de 30% contre l'euro, donc voilà, ça reste plus ou moins le même. Mais la dynamique du marché pharmaceutique en rouble, ça augmente, ça augmente assez fortement. Ensuite, le deuxième graphique que je vais vous montrer, c'est justement le graphique par rapport aux ventes de médicaments. Alors, c'est les ventes génériques. Donc, le premier graphique, c'est un rouble. Et le deuxième graphique, c'est un emballage, donc par unité. Génériques en bleu et originaux qui sont en vert. Donc, vous allez voir que les génériques, quand même, ils sont en vente plus... Les gens ils achètent plus ça. Donc,
par rapport à les médicaments importés, voilà, vous allez voir tout de suite que la part de médicaments importés dans le marché total de l'année 2020 était à 56,3% en roubles et du 31,4% en unités. Donc, on a vraiment beaucoup de médicaments importés. Donc, après, vous allez voir les médicaments vitaux et non vitaux et les ordonnances en vente libre. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer une petite étude qui était faite en fin de 2020. Moi, je trouve que cette étude était assez intéressante, qui montre que les consommateurs russes sont prêts à interagir avec le marché pharmaceutique dans un monde numérique. Donc, voilà, vous allez voir ici que 49% sont prêts à transférer des informations concernant sa santé pour le biais d'une application mobile, 73% qui voudraient avoir un dossier électronique regroupant leurs informations de santé. 82% ont une attitude positive concernant la possibilité d'obtenir des ordonnances justement électroniques et 65% qui déclarent faire confiance aux sites web médicaux. Voilà. Maintenant, je vais vous parler un tout petit peu du marché de détail en Russie, donc art de vivre. Alors, voici les tendances qu'on voit depuis quelques années. Voilà, la croissance du commerce en ligne. En 2020, les Russes ont acheté en ligne les catégories de biens suivantes, donc électronique, appareils ménagers, 28%, habillement des chaussures, 21%, produits alimentaires 10%, meubles et les articles ménagers 9%, et beauté et santé 5%. En sachant que le volume du marché russe du commerce en ligne s'élevait à 2500 milliards de roubles en 2020, soit une augmentation de près d'1,5 fois voilà, par rapport à l'année dernière. Effectivement, les places de marché, donc les marketplaces, sont toujours en tête, tandis que le commerce en ligne omnicanal prend également son ampleur. Donc voilà, vous allez voir ici, en vrai, la Russie est devenue assez digitale. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler de deuxième tendance, c'est étiquetage de marchandises. Donc voilà, c'est la même chose qu'avec les produits pharmaceutiques. La troisième chose, c'est les grandes chaînes de distribution préfèrent signer les contrats directs plutôt qu'utiliser les services de distributeurs. Ça, c'est une tendance de fin d'année 2020. Voilà, et ça continue d'augmenter. Donc, voilà, les grandes chaînes de distribution n'ont plus besoin, pour beaucoup de produits, n'ont plus besoin de distributeurs. Voilà. Et comme vous savez, le rouble s'est déprécié d'environ 30% par rapport à l'euro, ce qui entraînait une hausse significative du coût de biens importés. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, je passe la parole à mon collègue Adrien, qui va vous parler justement de Naukenov. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis directeur de Noka Innov. Noka Innov, c'est le centre de coopération technologique de la Chambre de commerce et d'industrie franco-russe. Et Noka veut dire science en russe. Donc, nous traitons effectivement de la science et l'innovation et surtout des filières de l'industrie de pointe. Donc, vous voyez ici le périmètre de Noka Innov. On a deux périmètres. Un premier périmètre qui est industriel, donc toutes les filières stratégique et également un périmètre technologique sur donc, les solutions dites de l'industrie du futur, l'industrie 4.0. Ce qui est intéressant en Russie, c'est qu'il y a une réelle complémentarité entre les filières industrielles françaises et russes. On va retrouver en fait les mêmes industries de pointe dans les deux pays, mais on fait des choses différemment. Donc il y a une complémentarité, il n'y a pas forcément de concurrence directe. Pour exemple, dans l'aéronautique, les Français sont le leader mondial des hélicoptères légers, alors que les Russes sont leaders mondial d'hélicoptères lourds. Donc, pour les entreprises françaises innovantes, technologiques, qui travaillent sur ces marchés industriels, vous allez trouver en Russie un marché qui a un très bon niveau de maturité, des gens qui ont les mêmes problématiques que vos clients français ou européens, et surtout un marché industriel qui est en pleine croissance.
Comme il a été expliqué en démarrage, la Russie aujourd'hui essaye de diversifier ses rentes, de diminuer on va dire, la dépendance aux rentes énergétiques et d'avoir de plus en plus de revenus au niveau de son industrie, notamment de son industrie civile. Et donc, il y a énormément de nouveaux programmes qui sont en cours dans toutes ces filières industrielles, avec beaucoup de programmes R&D, des campagnes de tests et aussi des questions d'industrialisation, ce qui donne une très grande fenêtre d'opportunité pour les entreprises sur justement ces solutions d'industrie 4.0, donc sur la conception, l'engineering, l'assemblage, la production. Alors, Noka Innov, nous avons également une action en termes de la coopération franco-russe pour l'industrie future et l'accompagnement de ces entreprises technologiques françaises en Russie. On organise notamment, par exemple, le pavillon français au salon Eli-Russia, qui est le plus grand salon en Europe dédié à l'industrie de l'hélicoptère, juste après le salon de Las Vegas aux États-Unis, et qui a lieu tous les ans. En Russie, à Moscou. On organise également différents grands événements, grands forums, notamment. Je suis désolé. La slide suivante. Voilà, un événement qui aura lieu en juin en format en ligne sur l'industrie bas carbone. Donc, toutes les questions au niveau du verdissement des process industriels russes. La Russie a énormément d'industries lourdes, métallurgie, cimenterie et autres, qui ont aujourd'hui besoin de solutions innovantes pour pouvoir notamment se préparer à la taxe carbone qui va arriver très prochainement. La Russie a également ratifié les accords de la COP21 depuis 2 ans. Donc, c'est un très gros focus aujourd'hui pour les industriels russes et un très beau marché pour nos entreprises françaises. Et à noter également qu'on aura aussi sur ce forum un point particulier sur l'hydrogène. Un autre événement qui aura lieu en septembre, et cette fois-ci à Saint-Pétersbourg, en réel, sur un premier forum franco-russe pour le développement durable de l'Arctique. L'Arctique est une zone stratégique en Russie qui est en plein développement sur différents aspects. Il y a également la voie maritime du Nord qui est déjà ouverte et qui va être de plus en plus exploitée. La France a beaucoup d'entreprises et d'expertise sur la protection, la surveillance de l'environnement, sur des technologies innovantes, notamment aussi pour l'exploitation maritime et les drones, les dirigeables et autres. Donc, c'est aussi un marché sur lequel les entreprises françaises sont déjà présentes, avec Total notamment sur le projet Yamal. Donc, il y a beaucoup de choses à faire entre nos deux pays et on va essayer, à travers ce forum, de pouvoir soutenir nos entreprises françaises. Et puis, le dernier forum que nous animons, c'est les rencontres franco-russes de l'industrie du futur, qui est également un temps fort bilatéral où on réunit décideurs français et russes de l'industrie, du ministère de l'Industrie et du Commerce russe à Moscou pour pouvoir justement accélérer et soutenir cette collaboration. Et on aide, comme mes collègues Jean-Baptiste l'a souligné, les entreprises françaises dans leur développement à l'export en Russie, et ceux de toute taille, de start-up à des grands groupes français. Et on va maintenant, je pense, passer aux questions. Jean-Baptiste? Oui, tout à fait. Alors, si c'est possible de remettre les questions. Alors, je vois pas très bien malheureusement. Donc oui, donc sur la première question, c'est vrai que je ne l'ai pas abordé parce que ce n'était pas le thème aujourd'hui, mais on aide également les entreprises russes à se développer en Europe. Donc, en général, effectivement, elles essayent de prendre contact directement donc, avec les sociétés françaises, mais en fait, si vous voulez, nous, on monte des missions, c'est exactement la même chose que pour les sociétés françaises qui veulent se développer en Russie, c'est-à-dire qu'on va dresser une liste de partenaires potentiels français, on va les contacter et ensuite on va les présenter donc à la société russe. Donc, je dirais c'est soit directement, soit à travers un distributeur, mais ça, c'est plutôt le produit qui va définir la méthode de travail en fait. À savoir, est-ce que c'est possible d'importer directement ou est-ce qu'il faut le faire à travers un distributeur spécialisé. Voilà, je dirais que c'est à peu près la même chose que de la France vers la Russie. Oui, donc sur la certification, oui, effectivement, donc il y a besoin de certification pour tout ce qui est le textile, ruban et textile, il y a besoin de certification.
Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas donc à nous les envoyer et on y répondra par la suite avec plaisir. Voilà. Bon, voici c'est tout. Je souhaite à tous une bonne fin de journée. Ok. Bah, on attend encore. Ouais. Ah oui, et donc on va tous vous envoyer une présentation par la suite. Ouais, je fais des trucs pour les médicaments. Oui, rebonjour. Donc voilà, c'était pour répondre aux quelques questions. Donc sur tout ce qui est le textile, les taxes douanières, donc je vais regarder, je vais vous répondre parce que ça c'est vraiment très propre aux produits, mais on sera aux alentours de 10% à peu près. Donc est-ce qu'on travaille avec la Tunisie? Oui, on travaille avec tous les pays, hein, la Belgique, la Suisse, la France, le Canada. Tunisie, Algérie, Maroc. D'ailleurs, on a organisé dernièrement une grande conférence entre les entreprises russes et marocaines. Donc oui, sans aucun problème, travailler avec tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, donc sur le type de paiement, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, mais en tout cas, en Russie, la plupart des gens payent par carte ou avec le téléphone, même la reconnaissance faciale maintenant. Donc, en tout cas, tous ces paiements digitaux sont très développés. Voilà. Vis-à-vis, vous pouvez nous contacter directement. On va laisser nos contacts si vous ne les avez pas déjà. Vous pouvez nous contacter directement. Oui, donc on va écrire mon mail dans le chat. Comme ça, si vous avez des questions, vous pouvez me les adresser et ensuite on vous répondra.
Oui, donc on va se déconnecter. On vous a laissé mon mail, donc n'hésitez pas à nous adresser toutes vos questions et on viendra vers vous très rapidement. Voilà. Merci, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.